allons parcourir le chemin de la pleine lune du 8 décembre 2022. Bon, comme la précédente analyse de pleine lune, je cache un petit peu les dégâts parce que si pour l'analyse de la pleine lune du mois de novembre, il y avait vraiment des présomptions et déjà des choses un petit peu dures à expliquer, là, pour le mois de décembre, il va falloir s'accrocher. Oh, attention, c'est encore, c'est la suite, c'est la suite. Est-ce que c'est les conséquences? Est-ce que c'est au contraire l'occasion d'aller encore plus haut dans quelque chose de déterminé à revendiquer la liberté, la conscience, etc. On va le voir ensemble. Hein. Alors une pleine lune qui aura lieu donc à 15 degrés du signe du Sagittaire. Donc là, le signe du Sagittaire va nous parler de conquête. En fin de compte, là où nous sommes, il y a toujours des étrangers. Et les Suisses sont nos étrangers, nous sommes les étrangers des Suisses. Enfin, voilà, on est tous, là, c'est mondial comme analyse. Alors, le Soleil est à 15 degrés donc, du signe des Sagittaires et va concerner donc les Sagittaires, les Gémeaux, et puis aussi le deuxième décan des Poissons et des Vierges. Alors, ce Soleil, il est opposé donc à la Lune, puisque c'est une pleine Lune, et cette Lune, elle se trouve dans le signe des Gémeaux, et elle est conjointe à Mars. Donc là, on est en plein dans l'action. Hein quelque part, il y a des hordes sauvages, là, quelque part. Hein est-ce que ces hordes sauvages, elles sont chez nous, elles sont chez les voisins? On n'en sait plus rien, c'est mondial. Donc là, Mars sur la Lune, le peuple, en fin de compte, a vraiment besoin de sortir un peu l'épée, hein, de revendiquer, en fin de compte, la vraie parole et de revendiquer une action très déterminée. Bon, on va faire comme d'habitude, on va continuer signe par signe pour vous expliquer un petit peu l'état des lieux. Donc on est parti du Sagittaire, on a vu que la Lune était en Gémeaux et on va continuer notre pèlerinage dans le Capricorne. Alors dans le Capricorne, on a donc Quare, Ixion, le faux frère, hein, encore une histoire de guerre, fratricide, etc. On a Mercure et Phallus. Alors Mercure et Phallus, ils font ce qu'ils peuvent, mais dans le Capricorne, donc avec des lois, de l'autorité, il y a beaucoup d'autorité sur l'analyse de cette pleine lune. De l'autorité dans le signe du Capricorne, et puis Vénus, là, elle est juste anarétique, elle est encore entre le Sagittaire et puis le Capricorne. Donc, elle ne sait pas très bien à quel sein se vouer. Mais par contre, là, toutes ces planètes-là qui sont au début du Capricorne, c'est carré à maquet. Donc, ça explose. J'aime pas. J'aime pas de plus en plus, quand on va vers l'analyse de toutes ces pleines lunes, etc., je peux pas considérer que j'aime les énergies qui sont en place. Hein. Pas du tout, c'est affolant. C'est affolant et ça décrit bien un état de guerre, un état de folie, un état de meurtre aussi. C'est pas bon, c'est pas bon du tout. Maintenant, tous ceux qui ont de la bonne conscience, etc., ça va être avec les autres planètes qui vont parler de l'humanisme qu'on va peut-être endiguer. Non, endiguer, non. Là, c'est vraiment... C'est comme une bombe, quoi. Ça explose. Surtout que l'ascendant de cette nouvelle lune, l'ascendant pour donc notre pays, hein, mais l'ascendant de cette nouvelle lune est en Capricorne, donc dans la loi, dans les gouvernements, les tyrans, etc. Sur cet ascendant, il y a Amicus, le dieu du massacre, le dieu de la vengeance, conjoint à Pluton, le dieu des enfers. Donc là, vraiment, cette nouvelle lune, elle pointe
elle pointe directement sur un état des lieux qui est rouge, guerroyant, qui est flambant, oui, qui est tyrannique. On continue, on a toujours notre Saturne qui est bien encore positionné encore pour quelques mois, je crois jusqu'à Pâques l'année prochaine. Il est encore en train de priver de liberté. Il est encore, mais quelque part s'il y est, c'est vraiment pour qu'on réagisse. Alors que depuis plus de 2 ans, on ne réagissait pas. Ah ben là, avec la Lune conjointe à Mars, s'il n'y a pas de réaction, tout au moins s'il n'y en a pas dans notre pays, on aura vraiment sur le monde. Et c'est en train de péter de tous les côtés. Alors, ce Saturne, bah, il est toujours carré à Uranus. Là, comme depuis le début de l'année 22. Franchement, elle sera marquée par ce côté euh, où les gouvernements, les hommes politiques, Saturne en Verseau, sont hyper intelligents ou pas. Ça dépend de leur objectif peut-être individuel. Là, c'est vraiment à se poser des questions sur l'état mental des gouvernements. Parce que ce Saturne qui est carré à Uranus depuis le début de l'année, c'est hyper conflictuel. On pourrait penser que les chefs d'État, etc., ont comprimé la liberté, avec Uranus ici, que Uranus n'a pas eu suffisamment de force pour rentrer, pour revendiquer des libertés. Ouais, bah Uranus, il était en taureau, il est en train de manger son herbe préférée. Ok, il est dans le taureau. Donc Uranus dans le taureau, ça complote. Uranus dans le taureau, ça manque de gestion. Uranus dans le taureau, bon, on fait comme si ça allait passer, mais non, ça passe pas. Et là, ça fait plus d'1 an que Uranus dans le taureau est carré aux tyrans, au gouvernement, à tous les gouvernements, à tous les tyrans, mais ça bouge pas énormément quand même, hein. Mais il va falloir aussi peut-être s'éveiller justement là par Mars sur la Lune qui va nous indiquer comment justement arrêter d'être pris pour ce que l'on n'est pas. Alors, Vesta, elle est passée dans le signe des poissons. Vesta, d'un seul coup, qui avait rétrogradé. C'est pas la première fois hein, que Vesta se trouve dans le signe des poissons au début du poisson de cette année. Alors Vesta, c'est un peu c'est le feu dans l'eau, mais c'est aussi l'alchimie. C'est-à-dire d'un seul coup, Vesta va purifier et va aussi peut-être redonner un caractère spirituel et un caractère missionnaire à une partie de la population. D'autant plus que Vesta, là, pour cette pleine lune du mois de décembre, elle est conjointe à Damoclès, le pouvoir. Donc la mission au niveau du collectif ne serait-elle pas de reprendre l'épée? Surtout que l'épée, je vous le remontre aussi, l'épée, Mars est avec la Lune. Et puis on va voir, il y a d'autres épées. Il y en a d'autres qui sont en accord. Alors, toujours ce couple un peu infernal de Junon en poisson. Alors au niveau sentimental, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'une façon individuelle. Hein. Donc faites attention, ne tombez pas dans les petits cheveux de travers. Mais au niveau collectif, cette Junon qui est en signe du poisson, c'est un peu comme une courtisane qui cherche le meilleur appui. Bah, elle cherche l'appui, mais là en ce moment, elle est appuyée par Nessus, toujours le méchant, le mauvais, hein, le menteur. Et là, en fin de compte, il y a beaucoup de mensonges. Beaucoup, en fin de compte, est-ce que ces mensonges vont-ils perdurer ou pas? Puisque nous avons Junon et Nessus carrés à la Lune et à Mars. On dirait que d'un seul coup, il y a des tas de scandales que le peuple va enfin oser dire. Ah bah oui, ce que je voulais pas entendre, ce que je voulais pas voir, là je suis forcée de le voir et de l'entendre. Là, il y a mon chat qui confirme, hein, Cyrano. Là, on est forcé de voir les choses. C'est pas agréable du tout, mais
quelque part, c'est peut-être un peu sage maintenant de mettre les points sur les i, mais ça va être plus que des points sur les i. Je pense que ça va un petit peu taper fort. Jupiter est toujours anarétique, toujours entre le poisson et toujours dans le chaos. Toujours dans ce chaos qui est bien entretenu par Pluton, Amicus, etc. Donc là aussi, notre Jupiter, il est en accord avec Pluton et avec la vengeance. Oui, tant qu'il ne sera pas bien installé dans le signe de l'agneau, c'est le marasme, c'est le mensonge et c'est la grande manipulation. Alors Chiron, lui, Chiron, il bouge pas. Là, on dirait que quelque part, Chiron attend une chose. Il attend que les hommes se réveillent et il attend aussi pour guérir ce monde. Le monde est malade. Le monde est malade. Là, Chiron en bélier, la blessure, elle est dans l'initiation. Est-ce que dans le bon sens? Est-ce que les humains ont-ils bon sens? L'humanité, on va dire, plutôt que les humains. Chiron en bélier, à 12 degrés du bélier, bon, ça fait un aspect favorable avec la Lune et avec Mars. Ça va peut-être être au mois de décembre, quand, en fin de compte, les choses vont être définies avec, oui, avec de la bienveillance, mais de la bienveillance qui peut passer par de l'action. On a besoin d'action. Peut-être que justement Chiron va démontrer que l'action, elle est juste et que le fait de passer à l'action n'est pas répréhensible, au contraire. Alors, à côté de Chiron, on a toujours Eris, la déesse de la guerre et du conflit, celle qui est le serpent, qui est toujours carré, donc avec Pluton, Amicus et l'ascendant de cette lunaison. Donc là aussi, et puis en plus, elle est opposée toujours à Oméa et à Eros. Donc c'est vraiment, on dirait que c'est pratiquement un état de grand conflit, de grande crise. Mais est-ce que, et ça m'étonnerait que ça soit la fin, mais c'est plutôt un thème où les gens vont prendre conscience d'une façon très brutale de tout ce qui nous oppresse et de tout ce qui nous fait du mal depuis des années, depuis de nombreuses années. Il ne faut pas regarder que les mois qui viennent de s'écouler. Non, c'est depuis de nombreuses années. Alors, dans le taureau, toujours Uranus, hein, je vous en ai parlé puisque je vous ai parlé de Saturne, donc toujours ce conflit entre la liberté et la paisibilité et la bonne gestion des choses. Ben oui, mais là, on essaye de gérer, on essaye d'être propriétaire, on essaye de faire bien les choses, mais il y a toujours ce Saturne qui bloque, qui confirme qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il nous confirme? Il nous confirme le déséquilibre, tout simplement. Il nous oppresse et nous empêche de manifester quelque chose avec beaucoup d'intelligence. Parce que Saturne en Verseau est très intelligent et très malin. Bon, je ne veux pas dire que Uranus ne le soit pas, c'est l'octave supérieure quand même de Mercure. Mais cet Uranus, en fin de compte, le fait qu'il ait été en taureau et qu'il y soit depuis des mois et des années, il a empêché un peu les feuilles mai 68 ou d'autres circonstances. N'oublions pas que le cycle d'Uranus est de 84 ans et que la dernière fois qu'il a été en taureau, c'était aussi le début d'une grande guerre, n'est-ce pas? Moins 84 ans, d'accord? Allez voir un petit peu l'historique des années 40, ok? Eh bien, Uranus est au même endroit. Je pense qu'effectivement, là, nous sommes encore en train de rentrer dans un système pas sympathique du tout et qu'il va falloir être très vigilant, tout au moins s'éveiller et être dans une forme de résilience. D'habitude, j'aime ce mot-là, la résilience, comprendre les choses, comprendre les êtres, etc. Mais là, on n'est plus du tout à ce stade-là. Là, on est dans un stade d'action. C'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont j'interprète le plus doucement possible
les positions des planètes. Bon, le Gémeaux, on a vu, donc le Gémeaux, il y a Mars, hein, toujours, qui peut engendrer Mars qui commence sa rétrogradation. Non, ça y est, il est rétrograde. Mars rétrograde, ça veut dire que quelque part, l'espèce de bombe au niveau de la communication, il va rétrograder encore des semaines entières et on va se sentir un petit peu paralysé. Ah bah oui, parce que Mars dans le Gémeaux, ça donne de l'action. On a envie de bouger. Bah, d'un seul coup, là, Mars rétrograde dans le Gémeaux, on ne peut plus bouger. Ouh, on ne peut plus bouger. Et ça correspond aussi, c'est opposé au Soleil qui était en voyage, et là, on ne peut plus bouger. Attention, prenez vos précautions. N'oubliez pas que Mercure est passé en Capricorne avec Ixion. Donc attention, si vous devez bouger, prévoyez bien, regardez sur vos thèmes les lunes, etc. Parce que Mars rétrograde en Gémeaux, ça peut durer jusqu'au mois de mars, cette plaisanterie. De ne pas pouvoir revenir, aller, revenir, etc. Ok, à bon entendeur. Là, on arrive en Cancer, où on a toujours les deux fabuleuses... ouais, moi j'aime beaucoup cette conjonction de Pallas Athénée avec la lune noire. Au moins, là, ça bouge. Et ça bouge par qui? Ça bouge par deux archétypes féminins. Nous avons d'abord Pallas Athénée, la guerrière, l'octave supérieure de toute forme d'intelligence, la médiatrice aussi, médiatrice mais quand même guerrière, androgyne et guerrière, complète. Elle est dans le Cancer, elle est dans sa tribu. Et elle est conjointe avec la lune noire, Lilith, qui, elle, fait sa traversée du désert, avec aussi beaucoup d'opiniâtreté et de détermination. Donc là, effectivement, c'est dans un signe féminin, avec deux planètes, deux actrices compétentes pour revendiquer leur pouvoir, pour revendiquer leur statut. Et comme elles sont carrées à Oméa et qu'elles sont opposées à Pluton, elles ne vont pas hésiter à sortir leur épée. N'oublions pas, alors même si notre Pallas Athénée n'est pas une méchante, pas du tout, mais elle a, ne l'oublions pas, elle a la lance et le gide, hein, et elle a le casque de Mars. Donc il ne faut pas exagérer avec Pallas Athénée. Et là, on dirait que la moutarde lui monte au nez. N'oublions pas non plus qu'elle est toujours aussi conjointe avec Nike, qui est sa compagne, et qui est la déesse de la victoire. Donc là, pour les femmes, par leur détermination, tiennent la victoire. Est-ce qu'elles vont l'avoir demain ou à la prochaine lune? Je crois que ce n'est que le début. On dirait que les Amazones reviennent pour sauver le monde. Oui, pour sauver peut-être tout au moins leur monde, leur famille, leur groupe et leur intention. Alors dans le signe du lion, c'est le grand désert. Bon, sauf une petite lune qui va passer, ok. C'est le grand désert, mais il y a toujours l'opposition de Saturne, donc sur la constellation des lions. Alors si vous avez une lune en lion, si vous avez un ascendant mercureux, si vous avez des planètes en lion, eh ben, bloqué, un peu paralysé, un peu fatigué, un peu anéanti, mais faut regarder votre thème entier pour voir si vous, les lions, vous avez une lune ou d'autres archétypes personnels dans d'autres constellations pour savoir comment vous allez sortir de cette prison, de ces tracas, de cette paralysie. Voilà. En fin de compte, vous savez, depuis un an, même plus d'un an, avec tout ce qui s'est passé, la crise sanitaire. Ouais, la crise sanitaire. Il y a eu les crises économiques et tout ça. Mais en fin de compte, tout ça, derrière ce mot de crise, en fin de compte, il y en a une vaste, beaucoup plus grosse qui nous permet d'espérer ou d'anticiper sur un gros basculement. Hein, mais ces états-là sont nécessaires pour qu'on puisse accéder à autre chose. Je pense que là, nous sommes aussi dans une période de l'humanité où il va falloir prendre conscience que ça ne va pas être une petite crise de quelques mois.
mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Hein. Surtout quand Saturne va passer en Poisson, mais là, c'est encore une autre histoire et nous n'y sommes pas encore. On arrive chez les Vierges. Ah, chez les Vierges. Nous avons toujours l'ogre, le gros, le méchant ogre qui est, enfin le méchant, il est méchant pour ceux qui ont peur, pour ceux qui n'ont pas peur d'être confrontés à Orcus. Orcus, la traduction c'est l'ogre, hein. Ceux qui n'ont pas peur de l'ogre, eh bien la confrontation sera plutôt intéressante. L'ogre va dans nos vies symboliser toutes les étapes hyper importantes de transformation. Déjà, la plus importante, ça va être la naissance. C'est Orcus qui va nous pousser hors de la matrice. Bon, il paraît que c'est pas agréable, j'en ai pas un grand souvenir, mais enfin voilà. Ensuite, toutes les étapes hyper importantes de nos vies, ça peut être des mariages, les divorces, oser se marier, oser divorcer, oser changer de poste, oser, oser mourir. Mais oui, ne plus avoir peur de toutes ces étapes où on a mal au ventre, surtout que Orcus étant dans le signe de la digestion, quoi, du ventre. Orcus nous fait mal au ventre quand il y a des étapes importantes, des permis, des diplômes, tout ce qui nous donne un trac fou, quoi. Est-ce que je vais oser me libérer de quelque chose? Oh ben non, parce que je vais mourir. Mais oui, mais, Orcus nous montre justement quelles sont les étapes à franchir pour mourir à l'ancienne étape et pour effectivement revenir à quelque chose de beaucoup plus libérateur. Alors Orcus, là, il va concerner le deuxième décan des Vierges, ok, mais aussi le deuxième décan des Poissons, deuxième décan des Gémeaux et deuxième décan des Sagittaires. Donc on voit que Orcus, là, l'ogre, il est carré au Soleil, il est carré à Lune et Mars, et il est opposé à Nessus et à Junon. C'est pas pratique, hein, ni au niveau individuel, ni au niveau collectif, parce qu'il y a la peur et il y a la mort. La mort, elle est symbolique, j'espère, mais il y a vraiment cette peur, en fin de compte, au niveau du collectif, qui est bloquante. En fin de compte, tout ce qui est bloquant va être négatif. Parce qu'au lieu d'être dans l'action et dans la détermination, on va être paralysé. Ce n'est pas du tout à souhaiter, parce que ça serait contradictoire justement à l'évolution et au basculement. Dans la balance, toujours maquet-maquet, qui a toujours le même refrain: si tu veux bien secourir les autres, eh bien regarde ce que tu as dans ton sac, ce que tu as dans tes réserves à toi pour être opérationnel. On ne peut pas sauver des affamés si on a faim soi-même. Ce n'est pas possible. Alors ce n'est pas de l'ego, c'est simplement comptabiliser nos ressources pour être le plus efficace possible dans la société. Hein, notre maquet-maquet, il est dans le signe de la balance. Bon, il est carré évidemment à Mercure, il est carré à Ixion et à Phallus, ok. Bah, c'est comme ça, je ne peux pas le pousser. Hein. Il est opposé aussi à Chiron, donc là aussi, ça va être que la foi soit plus grande que les épreuves. Hein. Tout au moins que même si on est pris dans des catastrophes, qu'elles soient géothermiques ou autres, dès qu'on est pris dans un ouragan, dans notre vie personnelle ou dans notre vie collective, mais là ça parle du collectif, si on est pris dans un ouragan, si on oublie l'état bouddhiste ou l'état christique ou l'état du prophète que vous voulez, si on l'oublie, je ne vous raconte pas. Il ne faut pas oublier ce dépassement vers le spirituel, sinon... Surtout que juste après maquet-maquet, nous avons Eros, à la fin de la balance. Et pour la première fois, sur une carte, sur un thème, eh bien, j'ai pu placer Oméa dans une autre constellation zodiacale que celle de la balance. Alors, évidemment, elle est à 0 degré du Scorpion, ce qui veut dire qu'elle va rester dans cette position anarétique de longs mois.
tout au moins de longues semaines, parce que je crois qu'en 23, elle passe déjà à 1 ou 2 degrés du Scorpion. Mais là, comment dire, le carré exact qui existait entre Oméa. Oméa, c'est un principe féminin de l'épouse de Pluton, le dieu des enfers. C'est en fin de compte un principe, je dis bien. C'est le principe féminin qui veut s'échapper de l'enfer. Elle veut sortir de cette masse du tellurisme pour accéder à la lumière. Depuis de nombreuses années, Oméa était carrée, et de nombreux mois aussi, elle était exactement carrée avec Pluton. Or là, nous avons Oméa, bon c'est toujours carré à Pluton, d'accord? Donc on dirait que Pluton veut retenir le principe de son épouse à rester à côté de lui et qu'elle soit tout le temps dans le noir. Or là aussi c'est une force féminine, Oméa. C'est la coucheuse de tout. Eh bien, des principes, de plein de choses. Eh bien, Oméa est en train de se dissocier un peu de Pluton. Alors, le carré n'est pas terminé. Je crois qu'il se terminera, le carré exact entre Oméa et Pluton. Vous voyez là, Oméa est là, toc, ça fait un carré avec Pluton. Amicus et l'ascendant. Bon, mais Oméa est passée, elle a franchi le cap de la balance, elle est rentrée dans le marasme du Scorpion. Bon, des fois aussi dans les complications et l'empoisonnement aussi du Scorpion. Mais bon, les Scorpions, faut pas non plus les charger de tous les maux de la Terre, au contraire. Alors, il y a toujours ce carré qui existe entre les deux époux, un qui veut rester dans l'ombre et l'autre qui veut monter vers la lumière. Et qui veut monter vers la lumière? Là aussi, c'est une déesse féminine. Là aussi, c'est une femme qui est d'ailleurs consciente de sa proximité avec Eros, divinité suprême. Eros, c'est avant chaos hein, dans la cosmogonie. Donc là aussi, les femmes sont en train de se détacher du pouvoir des mecs. Enfin, tout au moins, la lumière est en train de prendre, d'accoucher un peu d'elle-même, même si ça contrarie Pluton. Bon, attention, hein, l'accouchement, je vous l'ai déjà dit, il va être très 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 long, avec beaucoup de contractions et peut-être une péridurale. Alors, voilà le tour donc de l'analyse de cette lunaison du 8 décembre. Qu'est-ce que nous allons en faire? On le verra, déjà pour le thème de la nouvelle année que je vous ferai pour la fin décembre. Hein, je vous ferai le thème comme tous les ans, le thème du 1er janvier. Et il y aura toujours le carré de Saturne et de Mars, il y aura encore le carré d'Oméa à Pluton, il y aura encore cet éveil féminin, il y aura encore ces conflits beaucoup plus présents et beaucoup plus déterminés à la guerre. Faut appeler un chat, hein, à la guerre en 2023 qu'en 2022. Là-dessus, eh bien, considérons que la solidarité, l'amitié, la foi vont être nos piliers pour surmonter certaines épreuves, qu'elles soient individuelles ou collectives. Je suis un petit peu navrée de toutes ces lunaisons où je vous annonce des choses qui ne sont pas évidentes, surtout que je travaille avec d'autres planètes que les autres astrologues et que là, les positions sont beaucoup plus fines et scannées sur les prévisions de mois en mois. Je ne peux pas, comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas la possibilité de déplacer les planètes et d'interpréter autrement leur aspect entre eux. Ceci dit, écoutez, passez de bonnes fêtes. N'oubliez pas le petit plus, là, juste en bas. Et puis vos commentaires qui me font toujours plaisir et pour lesquels je réagis dans la mesure du possible si je ne suis pas coupée d'Internet. Voilà, à bientôt et bonne